Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo avis lecture. Donc j'ai récemment lu 4 livres. Donc il y aura de la littérature japonaise, un classique et de la fantasy. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Hey, it's me. Alors commençons déjà par ma première lecture qui est un classique. Donc la voici, je vous présente L'étranger d'Albert Camus. Donc voilà, hein, forcément un incontournable de l'absurde, une œuvre qui se veut existentialiste. Donc dans ce roman, alors nous allons suivre le personnage de Meursault qui va déjà un peu mettre mal à l'aise dès le début le lecteur, parce qu'il est en fait complètement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui, même à sa propre condition. Il est absolument détaché des normes sociales. Ça va jusqu'aux obsèques de sa mère, où il ne va pas pleurer, où il ne va montrer aucune émotion, où il ne va pas vouloir voir son corps. Ça va être jusqu'à la demande en mariage de sa petite amie, qu'il semble pas en fait particulièrement aimer. Du moins voilà, il lui dit qu'il ne l'aime pas. Ça va passer aussi au fait que il va tirer sur quelqu'un, même plusieurs fois, et le fait qu'il sera jugé pour ça, qu'il va être condamné, tout ça va lui indifférer totalement, tout ça va lui glisser dessus jusqu'à la fin. Donc voilà une œuvre finalement très déstabilisante, parce que il nous gêne en fait ce personnage, parce qu'il ne réagit absolument à rien et tout lui indiffère. Donc voilà, on l'a bien compris hein, par le titre, le personnage de Meursault est complètement étranger à sa propre vie, à son existence, à sa condition, à lui-même. Il est complètement déconnecté de tout, des mœurs. Il a une personnalité très, entre guillemets, marginale. Il diffère en fait dans son comportement, dans sa façon de penser, dans son manque total d'émotion, d'empathie, d'amour. Et donc il va même déstabiliser finalement même les personnages dans le livre. Et jusqu'à la fin, finalement, il va rester comme ça. Il va lui-même se faire cette réflexion que le monde, que la vie est dénuée de sens en fait. Enfin, l'auteur, en fait, Albert Camus, va à travers ce personnage critiquer, en fait, va dénoncer plutôt l'absurdité de la vie, l'absurdité de la condition humaine, l'absurdité des lois humaines, des comportements humains, et que pour lui, à travers le personnage de Meursault, il est complètement en fait illusoire de vouloir trouver un sens à un monde qui est dénué de sens. Donc c'est une illusion totale que de croire qu'il y a un sens à cette vie. Et donc voilà en quoi cette œuvre est existentialiste. Parce que voilà, il faut en fait accepter cette réalité que le monde n'a pas de sens. Il faut accepter cette réalité que l'homme n'est pas fini, que l'homme n'est pas déterminé, qu'il n'y a pas des divinités qui jouent sur nous, sur nos décisions. Et qu'en fait, si on accepte cette réalité-là, quelque part, ça va nous rendre libres. C'est ça, en fait, la liberté, c'est d'accepter la réalité, que tout est illusoire en termes de sens dans ce monde-là. Après, voilà en quoi ce livre est encore aujourd'hui très discuté, parce qu'il y a plein d'interprétations qu'on peut faire de cette œuvre, finalement. Est-ce que le personnage de Meursault cherche peut-être plutôt une authenticité? Voilà, il s'en fiche de tout, il est indifférent aux choses de la vie, aux conditions, à sa propre condition, mais est-ce que quelque part, par là, il va pas chercher une authenticité quelque part? Et à la fin, justement, il va se faire cette réflexion que la seule chose en fait qui soit sûre, c'est la mort. Tout ce qui nous réunit, c'est seulement la mort on sait qu'il va arriver à tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette lecture que j'avais, il me semble, lu un peu plus jeune, mais j'en avais pas vraiment de souvenirs. Donc j'ai décidé de le relire. C'était vraiment une très bonne lecture. Ça soulève énormément de questionnements sur la vie en elle-même, sur la liberté quelque part, sur l'authenticité des choses.
Et ça, ben, l'effet est là, c'est qu'un personnage comme Meursault, par son indifférence à tout, ça déstabilise énormément. Et les réflexions qu'il se fait, son côté marginal, cette personnalité totalement atypique, ça dérange quelque part un petit peu, mais en même temps, ça nous pose en fait certaines réflexions. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant. Voilà. Passons maintenant à ma deuxième lecture qui est beaucoup moins gaie. Donc la voici. Donc Hiroshima, fleur d'été, écrit par Tamiki Hara. Donc dans ce livre qui est divisé en 3 parties, ça va en fait parler de la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité qui s'est produite à Hiroshima en 1945. Donc l'auteur va raconter dans le premier récit en fait avant le bombardement, pendant le bombardement ensuite dans la deuxième partie et la dernière partie après le bombardement. Donc on a dans la première partie en fait avant le bombardement l'auteur qui va un petit peu raconter le quotidien des Japonais. Donc, en fait, cette panique croissante qui sera là, les exercices d'évacuation qu'il va y avoir dès que l'alarme va retentir, le stress constant, la peur, la panique, l'angoisse, les Japonais qui vont se questionner, est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain, le fait de devoir tout le temps se préparer à fuir leur maison, de devoir rapidement prendre leurs effets, de vraiment se préparer au pire chaque jour. Et également, il y aura aussi des réfugiés qui vont venir aussi à Hiroshima. Et donc tout ça en fait va énormément travailler sur le côté psychologique des Japonais parce qu'il y aura vraiment cette peur en fait constante que ce soit que ce soit aujourd'hui ou que ce soit voilà, il y aura vraiment une peur en fait de l'avenir, en fait un avenir assez incertain pour les Japonais et aussi le fait voilà ils vont pas savoir en fait quand ça va se produire, mais ils savent que ça va se produire. Donc c'est tellement cette angoisse constante qui sera là et on va vraiment la sentir. Et ensuite, l'auteur va raconter comment lui a vécu en fait le bombardement. Donc il va le décrire lui-même comme quelque chose de complètement irréel. C'est juste quelque chose de... C'est assez gros parce qu'on est dans son témoignage, on est un peu comme lui, ahuri face à cette folie humaine où on se dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de vivre en fait. L'auteur va lui dire lui-même qu'il a déjà vu ça, mais au cinéma. Et ça semble tellement irréel d'avoir une bombe atomique qui te tombe dessus comme ça, de voir tout le monde, de voir toutes les habitations à feu et à sang, de voir plein de morts partout, d'essayer de fuir, d'essayer de malheureusement d'ignorer ceux qui sont en agonie, ceux qui demandent de l'aide, etc. Ça semble tellement irréel et c'est juste, tu te sens, je sais pas comment expliquer, ça semble juste dingue en fait. Je pense voilà, tu te questionnes, tu comprends rien. Même à un moment donné, pardon, l'auteur va dire que quand justement le bombardement a lieu, il va ressentir une sorte de colère. Alors, c'est normal, tu ressens de la peur, de l'angoisse, tu as peur pour ta vie, tu as peur pour tes proches. Et lui, il a ressenti quand même de la colère parce qu'il se dit en fait, comment est-ce que ça a pu se produire? Comment un événement pareil a pu se produire? Comment il a pu en être témoin? Et il va aussi se faire la réflexion qu'il doit absolument écrire là-dessus. Donc ensuite, dans la troisième partie, donc après le bombardement, eh bien voilà, on peut s'imaginer, il y a énormément de décès, il y a énormément de brûlés, des morts tous les jours, tout les accable, tout est juste horrible. On a une vision d'horreur. Il y a énormément en fait de séquelles, de séquelles physiques, mais aussi de séquelles psychologiques. Ce qui est en plus le plus horrible, c'est que la bombe en fait sur Hiroshima était quelque part se voulait être un test
en vrai pour voir ce que ça allait donner. Donc quand tu te dis que des gens ont vraiment discuté de ça, plus discuté de l'efficacité de la bombe, des effets, que de parler des vies humaines que cela pouvait coûter, et ben tu te dis mince quoi, t'es vraiment dans un monde irréel, tout est complètement absurde. Et forcément, Hiroshima était un point stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des zones industrielles, c'était une base militaire, mais aussi il y avait énormément d'habitants, énormément de civils. Et donc, les Américains savaient que ça allait avoir une portée psychologique. Et c'est juste que ça fait juste mal au cœur. C'est juste, je sais pas comment vous dire. L'auteur lui-même, en fait, ne va jamais s'en remettre parce que il va se suicider quelques années après en se jetant sous les rails d'un train. Après, il y aura aussi le décès de sa femme qui avait eu lieu avant le bombardement. Et il va jusqu'à sa mort, en fait, déplorer l'humanité et déplorer la folie humaine. Genre, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et le pire, voilà, donc on sait déjà que la vie sera en radioactivité, qu'il y aura des morts tous les jours, qu'il y aura des brûlés, que tout, c'est vraiment une vision d'horreur, qu'on se dit que l'auteur a vu ça, a vécu ça. Voilà, il en parle même dans le livre, c'est des visages méconnaissables, des visages gonflés, des visages brûlés, c'est cru, c'est lourd. Et aussi, la pire des choses, c'est que il y aura tellement de décès, tellement de disparitions qu'il y aura encore des jours après, des semaines après, des gens qui vont toujours en fait être à la recherche de leurs proches, qui ne vont pas reconnaître, voilà, qui vont encore chercher leur famille, leurs amis. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un témoignage extrêmement poignant, c'est un témoignage sincère. C'est la plume en fait va pas s'embarrasser d'enjoliver les choses. C'est un livre qui est complètement dénué de poésie, de lyrisme. Ça donne les faits crûment, c'est une écriture extrêmement sobre, mais qui n'en perd pas en fait dans son intensité. Je trouve que c'est une lecture que je recommande parce que ça laisse énormément de questionnements. En fait, la folie humaine peut arriver voilà, jusqu'à ça. Et ensuite, on sait très bien la suite de l'histoire. Hein. 3 jours après, il y aura une seconde bombe atomique. C'est juste... j'ai pas d'autre mot que irréel en fait. L'auteur lui-même est juste choqué de ça, est juste choqué de ce qui s'est produit. C'est vraiment un style... Voilà, comme j'ai dit, la plume est vraiment... elle est brute, elle est crue, elle est épurée et l'intensité est là. L'intensité est forte. En fait, tout est destruction. Il n'y a que des cadavres partout. C'est juste une catastrophe qui arrive. Et tu te dis, voilà, quoi, c'est là où des décisions d'hommes, d'humains qui pourtant sont doués de raison, comme on pourrait le croire, et bien qui décident de larguer une bombe et de faire des centaines de milliers de morts. C'est sûr que ça laisse un petit peu sur le cul. Voilà. C'est donc en ça c'est une lecture vraiment que je recommande. Donc une lecture quand même intense, une lecture difficile. Voilà quoi, même l'auteur qui, voilà, comme j'ai dit, ne s'en est jamais vraiment remis de ça. Et peut-on vraiment se remettre? Parce que même aussi, voilà, après, les témoignages étaient très rares. Hein, ceux qui avaient vécu ça ne voulaient pas en parler. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon livre parce que c'est un témoignage, car ça, quand même, ça sert pour le devoir de mémoire. On est face avec un témoin direct avec ce qui s'est passé. Quelqu'un qui va jusqu'à sa mort déplorer la folie des hommes. Et on le sent très bien dans ce livre. Donc, je le recommande fortement. Passons maintenant à ma 3e lecture. On reste dans la littérature japonaise. Donc, je vous présente 1Q84 de Haruki Murakami. Donc c'est le premier tome d'une trilogie qui est assez connue.
Et bon bah voilà, c'est pour ça que je voulais la lire. Nous allons en fait nous allons suivre deux personnages principaux. Donc nous allons suivre en fait d'un côté Aomame, qui est une femme tueuse à gages et qui au début de l'histoire en fait elle va se retrouver coincée dans un taxi parce qu'il y aura des embouteillages sur une voie express. Donc elle sera en retard à un rendez-vous très important, enfin elle doit faire quelque chose d'important. Et là, à ce moment-là, le chauffeur lui dit de prendre des escaliers qui servaient en fait pour en cas d'incendie, en cas d'accident, etc. Donc elle va du coup sortir de ce taxi, sortir de cette voie express et prendre ces escaliers. Et ensuite, après qu'elle ait franchi ces escaliers, elle va trouver quelques différences dans le monde. Enfin, comment expliquer? Elle va par exemple, enfin ça va au début elle va déceler des petites différences, des petits changements, comme par exemple l'uniforme des policiers, leurs armes. Elle va découvrir que le soir par exemple il y a deux lunes. Et donc elle va un petit peu se questionner et elle va se faire la réflexion qu'elle est peut-être tombée dans une sorte d'autre monde, dans une réalité alternative. Et donc elle va appeler, parce que l'histoire se passe à Tokyo en 1984. Elle va du coup appeler ce nouveau monde, cette réalité alternative, 1Q84. Donc voilà, d'un côté, voilà l'histoire d'Aomame, et d'un autre, on va suivre le personnage de Tengo, qui est en fait un prof de mathématiques et qui écrit à côté. Et donc il va se retrouver à écrire, à réécrire l'histoire d'une jeune adolescente du nom de Fuka Eri. Donc il va se retrouver à réécrire son roman à elle. Et là en fait, nous en tant que lecteurs, en tant que lectrices, on se rend compte que les événements qui se passent dans le livre que réécrit Tengo, eh bien c'est ce que va voir et vivre le personnage d'Aomame dans cette réalité alternative. Et donc très vite on va comprendre qu'il y a une sorte de lien entre eux, mais on ne sait pas lequel. Il y a des événements qui vont être liés, il y a des choses, voilà, on sait qu'il y a un lien entre eux, mais on n'arrive pas à savoir exactement lequel. Et donc là, on se retrouve plongé dans l'univers, dans un monde complètement très mystérieux, très envoûtant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, le truc, c'est que il va pas se passer grand-chose. C'est qu'il y aura pas vraiment d'action à proprement dit. Mais je trouve que la lecture est tellement... je sais pas, il y a quelque chose de très envoûtant. Il y a une atmosphère envoûtante, une aura mystérieuse, que ça te donne envie de connaître la suite. Il y a beaucoup de liens, d'événements tout n'est pas très clair. Et donc, ça donne vraiment envie de connaître la suite. Et surtout, les personnages, en fait, dans ce premier tome, ne se sont pas rencontrés. Et donc, c'est sûr, moi, j'aimerais bien voir la partie où est-ce qu'ils vont se rencontrer à un moment donné, dans quelle réalité. Voilà, un peu savoir. Après aussi, il y a aussi des petites intrigues. Donc, il y a des questionnements. Ça laisse un petit peu... des questions du mystère pour le deuxième tome. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai très hâte de voir en quoi en fait le personnage d'Aomame et de Tengo sont connectés à comment, à quel degré. J'aime voilà c'est pas en fait l'imagination et la réalité dans cette histoire n'est pas vraiment claire. Je trouve que c'est vraiment comme j'ai dit, une atmosphère vraiment très je sais pas, une atmosphère où on a envie d'y retourner. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, passons par ma dernière lecture, ma dernière récente lecture. Donc on va être sur une high fantasy, une dark fantasy. Donc je vous présente Endre. Donc l'origine du Néard. Donc c'est un deuxième tome écrit par Garance de Jorna. Donc, dans cette trilogie, nous allons suivre... je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à résumer ce livre.
cette histoire. Alors nous allons suivre le personnage de Kaylor qui en fait qui vit en fait dans la ville d'Uxora, et cette ville en fait s'est retrouvée assiégée et asservie par une femme en fait qui semble immortelle, car voilà, elle a vécu plusieurs années, on ne semble pas connaître son visage, et qui en fait en veut, enfin, qui cherche à s'emparer de Kaylor. Pourquoi? Parce que Kaylor en fait aurait en elle un néar. Donc au début de l'histoire, en fait, on sait que Kaylor, en fait, elle a une sorte de mal en elle qui essaie de prendre le contrôle, qui, en fait, pour essayer de calmer cette chose en elle, ce mal, elle doit se mutiler, se faire mal. Et voilà, elle sent que c'est quelque chose de dangereux, quelque chose qui la fait souffrir, quelque chose qui fait souffrir ceux qu'elle aime. Et ce qu'elle a en elle, ce néar, et bien, comment elle s'appelle déjà Nemessa, voilà, Nemessa, cette femme dont on ne connaît pas le visage, eh bien, elle veut s'en emparer pour être beaucoup plus puissante, pour avoir en fait tous les néars, parce qu'il y a plusieurs néars. Et donc, elle va être sauvée en fait par le personnage de Jake, qui va l'amener à Endrei afin de la protéger, parce que le néar qu'a Kaylor est extrêmement puissant et il ne faut pas que Nemessa s'en empare. Et donc là, voilà comment va être le premier tome. Donc c'est un livre en fait où il va se passer énormément de choses, où il va se passer des batailles, des guerres, où nos personnages vont... on est dans la dark fantasy, donc nos personnages vont être extrêmement tourmentés, vont énormément souffrir, autant psychologiquement que physiquement. Donc c'est une lecture assez intense, je dirais. Le premier tome a été un coup de cœur et j'ai beaucoup aussi aimé le deuxième tome. Je préfère aussi la deuxième, la couverture du deuxième tome. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc c'est une lecture, c'est une très très belle lecture. Si c'est très belliqueux. Voilà, il va se passer des combats, des batailles, des guerres. Voilà, on va suivre le clan d'Endrei qui va essayer en fait d'essayer de se protéger en fait contre l'armée de Nemessa. Et il va aussi y avoir un tournoi, donc j'ai trouvé que c'était vraiment cool, et j'ai trouvé que c'était une œuvre très rafraîchissante. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà de 1, pourquoi c'était rafraîchissant, c'était que voilà, en fait on est dans de la dark fantasy où il y a énormément de guerres, où il y a énormément de combats, et je trouve que en fait il y a énormément de fantasy où, comment dire, où on va peut-être avoir tendance à glorifier la guerre, à montrer vraiment le côté combatif, la beauté de la guerre, des personnages forts, des personnages qui combattent 1001 armées, etc. Et là, on est face à des personnages totalement vulnérables, à des personnages qui souffrent beaucoup, à des personnages qui finalement ont des traumatismes. Et le fait qu'elle en parle dans ce livre, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé. On vit avec des personnages qui sont torturés, qui sont tourmentés et qui ne se remettent pas en fait des pertes qu'ils ont essuyées. Et en ça, c'est tellement une œuvre juste. Ça montre un petit peu les séquelles que peuvent provoquer les guerres à répétition. Le fait que les personnages ne s'en remettent pas, qu'ils ont leurs propres démons, que ça va affecter leur comportement, ça va affecter leur personnalité, leur caractère. Tout ça, je trouve que c'est extrêmement bien amené, c'est extrêmement bien écrit. Encore une fois, sa plume est toujours aussi belle, sa plume est toujours aussi addictive. Et le fait qu'elle montre ce côté en fait de la guerre où ce sont en fait des personnages qui ne sont pas réellement des héros, pourtant ce sont des guerriers qui n'ont pas peur de se battre, etc. Mais il y a vraiment ce côté où chaque
chaque guerre, chaque perte les a fortement affectés. Et ça se voit dans le livre que c'est compliqué pour eux. Et en ça, je trouve que c'est très juste. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé de 1 que cette œuvre était extrêmement rafraîchissante, que c'était un aspect très intéressant de la guerre, que non, la guerre c'est pas du joli. Nos héros sont pas vraiment se portent pas très bien non plus. Et donc voilà. J'ai beaucoup aimé un peu cette réalité que peut provoquer la guerre en général. Ensuite, le deuxième aspect que j'ai trouvé très bien et très rafraîchissant également, c'était ce côté féministe. Oui, donc ça fait du bien d'être dans un univers de bataille, de guerre, de guerriers, et où en fait on aura en fait dans un clan des femmes qui vont diriger, des femmes qui vont être chefs, des femmes qui vont devenir guerrières et qui vont se combattre des hommes, et où tout ça ne va à aucun moment dans le récit être questionné. Où il y aura aucune boutade ou blague sur la fragilité d'une femme, sur son infériorité. Et ça, je trouve que c'est vraiment... en ça, franchement, c'est vraiment une œuvre que je trouve que c'est frais, ça fait du bien. Donc, 2 gros points que je trouve vraiment bien. Donc, j'ai très hâte de lire le 3e et dernier tome. Voilà. Donc, c'est une trilogie que c'est sûr que je vais la terminer. C'est une trilogie que je recommande. Le premier tome était vraiment une dinguerie. Le 2e tome, pareil, ça suit. Il y a une romance. Ça aussi, j'ai bien aimé le fait que la romance soit extrêmement subtile, que la romance en fait soit vraiment, comment dire, dans le paysage, enfin à l'arrière, c'était pas l'intrigue principale, et que ça s'est fait vraiment graduellement. Et voilà, que ça se fait par des subtilités comme voilà, des petits regards, des petits gestes. Ça j'aime beaucoup. Donc franchement, il y a vraiment très peu de choses négatives que j'ai à dire sur ce livre en fait, sur ce 2e tome. C'était tout aussi bien que le premier. Et je sens aussi que le 3e tome va être un très bon point final à cette trilogie. Du moins, je l'espère. Donc voilà, une œuvre que je recommande. Donc, voilà pour moi. Voilà ce qui en est de mes lectures. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture ou peut-être des idées pour relire certaines œuvres. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis passez une très belle journée, passez une très belle soirée et on se dit bye bye.